Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être là pour cet enregistrement en direct donc, du Collimateur. Donc, je suis Alexandre Jublin, le producteur et l'animateur du podcast. Et on est donc avec Patrick Aufort, le directeur de l'Agence de l'innovation de défense. Donc bonjour, merci d'être là, merci pour cette discussion. Bonjour et ravi d'être avec vous. Alors, on va évidemment avoir largement l'occasion de parler, de reparler de l'AID, de ses objectifs, de ses méthodes, de comment vous faites les choses et de comment vous voyez l'avenir aussi et surtout dans le domaine de l'innovation de défense. Mais en général, j'aime bien commencer par une partie peut-être un peu plus personnelle, spécialement avec un responsable d'agence publique comme vous l'êtes. Alors, je vais dire tout de suite, vous êtes un ingénieur de l'armement de carrière, comme on le voit à votre uniforme, ce qui n'était pas le cas de votre prédécesseur, Emmanuel Kiva, qui a été le premier directeur de l'AID avant de devenir directeur général de l'armement jusqu'à récemment. Donc voilà, pour commencer, vous, qu'est-ce qui vous a fait entrer dans la carrière et qu'est-ce que vous y avez trouvé? Pourquoi est-ce que vous y êtes resté? Alors, j'ai presque envie de répondre que c'est le hasard. Mais quand même un hasard orienté. Bon, très simplement, moi j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai toujours voulu être ingénieur. En fait, j'avais deux choix, deux idées de carrière. C'était comme beaucoup de jeunes, footballeur professionnel ou ingénieur. J'ai vite compris que j'avais plus de chance sur la deuxième voie. Donc, il n'est peut-être pas trop tard pour une... Je pense qu'hélas, il est trop tard. Aussi, en fait. Merci, on est lucide. Donc, études d'ingénieur et à un moment où le service militaire était toujours d'actualité. Le service national volontaire revient, mais là, c'était le service militaire. Et quand on est dans une école d'ingénieur, un bon moyen de le faire, c'était de le faire en tant qu'appelé scientifique du contingent. Et donc, j'ai cherché à faire mon service en tant qu'appelé scientifique du contingent. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un peu de chance et derrière tout ça. J'ai eu l'occasion de faire ce service dans une entité de la Direction Générale pour l'Armement, qui s'appelait la Délégation Générale pour l'Armement à l'époque. Le service s'appelait le Service des télécommunications aéronautiques. Et j'ai vécu une année de service incroyable. En fait, on faisait quoi au service des télécommunications aéronautiques? On faisait des études dans le domaine notamment de la guerre électronique, donc interception de communication, interception de radar, de signaux radar, pour essayer de caractériser en fait ce qu'on appelle l'ordre de bataille ennemi, donc où sont positionnés les radars, et donc pour aider nos aéronefs à éviter ces radars, les conduites de tir des radars. Et donc beaucoup de travaux de recherche. Si c'est pas indiscret, c'était à quelle époque? C'est-à-dire, c'était quelle technologie et c'était quels appareils sur lesquels vous travailliez? C'était en 1992 et donc je travaillais sur les... Alors, j'ai eu la chance de faire plusieurs choses, de travailler sur les communications satellites étant en plein essor. Et donc, on cherchait à découvrir comment on pouvait intercepter les communications satellites. Et donc, j'ai travaillé à l'implantation d'une station d'interception de communications satellites. Et j'ai travaillé également sur ce qui s'appelle des ESM, Electronic Support Measures, qui sont des capteurs passifs, donc détecter des signaux radars sans émettre, donc en étant complètement discret. Donc ça s'appelle du renseignement d'origine électromagnétique. Voilà. Donc notamment, si vous voulez un nom de produit, les nacelles Astac, qui étaient intégrées sous les Mirage F1 à l'époque. Et donc, on l'a un peu compris, ça vous a plu, quoi? Je crois qu'au son de ma voix, vous avez compris que j'ai passé une année incroyable en ayant accès à de la haute technologie, des choses que à l'époque, on n'avait pas accès à ça. Très dans intéressant. Le civil. Qu'est-ce qui vous intéressait? Est-ce que c'était la très haute technologie? Est-ce que c'était le secret? Est-ce que c'était le statut militaire ou paramilitaire autour du monde militaire? Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement pour un scientifique, un ingénieur qui a quand même l'embarras du choix? Vous pouvez aller dans plein de domaines différents. Alors très très franchement, c'était la technologie. On avait des moyens qui n'existaient pas dans le civil. On avait accès à des défis qui étaient au-delà des défis qu'on pouvait rencontrer à l'époque, dans les débuts des années 90, dans le civil. Ça, c'est vraiment le gros driver. L'autre driver, c'est qu'en fait, le ministère des Armées proposait des niveaux de responsabilité très jeunes, très tôt. En fait, alors c'était vraiment le deuxième paramètre, mais on avait accès beaucoup plus vite que dans le monde privé à des responsabilités. Voilà, je me suis retrouvé très très tôt en fait à travailler sur des programmes de 100 millions de francs à l'époque, mais voilà, pour quelqu'un de 23 ans, c'est juste incroyable, quoi. Et ensuite, vous y êtes resté. Est-ce que vous êtes toujours resté sur la guerre électronique ou est-ce que vous avez un peu varié, un peu cherché d'autres endroits?
Alors j'ai commencé donc en guerre électronique quelques années sur des postes techniques. Déjà, en fait, ma première question, c'est est-ce que vous avez pu être intégré, je ne sais pas si c'est garder votre poste, d'appeler, ou est-ce qu'il y avait un vrai changement entre le moment où vous êtes un appelé scientifique du contingent et le moment où vous devenez un ingénieur de l'armement? Alors il y a un vrai changement, parce qu'en fait je ne deviens pas tout de suite un ingénieur de l'armement, je cherche à rentrer au ministère, et la voie la plus classique c'est d'essayer de se faire recruter comme ingénieur civil. Et sauf là que l'année-là, on m'explique qu'il n'y a pas de poste ouvert. Et par contre on me dit mais il y a des concours. Donc je passe ces concours. C'était les années 90, c'était pas le moment d'abondement des budgets le plus énorme. C'était plutôt en déclin, oui. Donc je passe ces concours, mais qui prennent plusieurs mois. Et en fait, pendant ce temps-là, je pars travailler. Donc je commence dans l'industrie. Je fais quelques mois dans une entreprise qui s'appelle Sagem à l'époque, donc c'est devenu Safran. Le temps d'avoir le résultat du concours, je réussis ce concours. Et donc, 6 mois plus tard, je rejoins l'ADGA en tant qu'ingénieur à l'époque des études et techniques d'armement. Et puis, je passerai un second concours quelques années plus tard pour intégrer le corps des ingénieurs de l'armement. Et donc, ma question que j'ai moi-même déraillée, c'était, vous êtes toujours resté dans le domaine de la guerre électronique ou c'est... Enfin, parce donc, que c'est aussi la richesse de pouvoir prendre des embranchements à un moment. Tout à fait. Donc, en effet, votre première question. Donc, du coup, comme il s'était passé 6 mois, je suis bien sûr pas revenu sur le même poste, mais je suis revenu quand même dans le même domaine, puisque c'est là où j'avais quand même des compétences et où c'était cohérent par rapport à ma formation. Quelques années donc de postes techniques dans le domaine de la guerre électronique, et puis on me fait comprendre quand même que c'est bien de travailler sur les capteurs, etc., mais que les choses nobles, c'est l'avion, c'est le système complet. Et donc là, on me donne l'opportunité de travailler justement sur un aéronef complet, en l'occurrence de devenir ce qu'on appelait ingénieur de marque, donc c'est l'équivalent de chief engineer dans l'industrie, d'être en gros le responsable technique d'un aéronef complet. Et donc je travaillerai sur les avions de détection, donc AWACS et Hawkeye, qui sont l'équivalent de l'AWACS mais qui appontent sur le porte-avions, donc pour la marine nationale. Mais qui sont des appareils, sauf erreur de ma part, achetés aux États-Unis. Donc c'est quoi le rôle d'un ingénieur de l'armement français dans cette interface sur des choses qu'on achète plus ou moins sur étagère aux Américains? Alors c'est qu'il faut les franciser. Il faut les améliorer. Par exemple, quand on achète les Hawkeye aux Américains à cette époque-là, les fréquences radar du Hawkeye américain sont incompatibles d'une utilisation en Europe. Ils brouillent les signaux de télévision. Donc ça veut dire qu'il faut modifier ce radar pour qu'il soit compatible d'une utilisation en Europe. Donc je travaille sur ce genre de sujet. Ça veut dire que les postes radio que l'on veut installer, pour pouvoir être interopérables avec les autres aéronefs français et avec les bâtiments de la Marine nationale, doivent également être modifiés. Donc en fait, on a toute une configuration française spécifique qu'il faut intégrer. Et donc c'est ça le rôle de l'ingénieur français sur l'avion. Et après, il faut aussi le maintenir, l'entretenir. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on continue à progresser. C'est-à-dire que un spécialiste au début de la guerre électronique, il va s'intéresser à des problèmes d'avionique, à des problèmes d'hydraulique, de train d'atterrissage, de moteur, pas tout seul, mais avec des experts à son contact, à ses côtés. Et on reste combien de temps sur un avion comme ça? Parce que c'est un avion qui a évidemment une durée de vie énorme, puisqu'ils sont toujours là et vous n'y êtes plus. Donc combien de temps est-ce que vous suivez cette chose-là? Et pendant combien de temps, en fait, est-ce qu'on s'en prend à vous si la télévision ne reçoit plus en France? Alors, j'y suis resté on reste en moyenne 3 à 4 ans sur ce type de poste. Moi, j'ai duré un peu, j'ai fait 5 ans. J'ai fait 5 ans parce qu'en plus, il y avait une dimension intéressante qui était d'apprendre à travailler avec des partenaires étrangers. Donc là, notamment américains, puisque d'un côté, on a un avion construit par Northrop, de l'autre côté, un avion construit par Boeing, et on travaille avec l'US Air Force, ou avec l'US Navy, et donc on apprend aussi en méthodologie, en contact, donc j'ai essayé de durer un peu. Et ensuite, le suite de votre parcours, c'est... Alors, vous avez évolué, vous n'êtes pas resté uniquement à la guerre électronique, mais ça reste quand même l'aéronautique, quoi, votre domaine d'intérêt. Un gros prisme aéronautique, et après, l'évolution, c'est de passer de postes techniques à des postes de management, de direction de programme
Donc ça sera l'évolution que je ferai en prenant des postes on appelle ça manager d'opérations d'armement. D'abord sur un système de commandement et de contrôle des opérations aériennes, c'est son nom, le SCOA. Puis je reviens sur de l'aéronef pur parce que c'est quand même ce qui me faisait vibrer, ce qui fait toujours vibrer d'ailleurs, même si j'ai une appétence pour tous les sujets techno. Donc je prendrai la responsabilité des avions de patrouille maritime français, les Atlantique 2, à un moment charnière qui est leur rénovation à mi-vie. Et donc il y a un programme qui m'a énormément marqué parce qu'en fait l'Atlantique 2, on appelle ça le couteau suisse en fait de la marine nationale. C'est un avion d'une complexité phénoménale. Il a des radars, il a des communications, il a de la détection acoustique. Il est armé, il a un missile, l'Exo-7, il a des torpilles, il lance des bombes guidées laser. Donc voilà, une complexité ensuite beaucoup incroyable. utilisé au Sahel de manière qui montrait sa polyvalence, mais à la base c'est quand même un truc fait pour chasser du sous-marin soviétique, et du coup on voit assez bien l'ampleur des capacités électroniques d'une manière générale, et puis même des capacités de l'avion, et donc le rénover à mi-vie pour lui redonner quelques années voire quelques décennies, ça devait être quand même un gros chantier, quoi. C'était un gros chantier, en effet. Donc, plusieurs années pour préparer cette rénovation, plusieurs années pour faire les développements et les implémenter. Et je suis très heureux, le dernier avion modifié est sorti l'an dernier. J'ai eu l'occasion d'aller voler il y a quelques mois et de voir le résultat en fait, d'un travail lancé il y a plusieurs années, et de voir que les choix qu'on avait fait à l'époque sont jugés pertinents par les opérationnels. Et ça, je veux dire, il n'y a pas mieux, quoi. Quand l'opérationnel vous dit qu'il est satisfait de son équipement, je peux vous assurer que ça fait un plaisir et une fierté énorme. Et super question. Vous avez volé souvent sur Atlantique 2 avant ça? Non, mais c'est-à-dire, quand on est ingénieur et qu'on travaille toute la journée, toute la semaine, toute l'année sur un objet, sur un aéronef, est-ce que de temps en temps on va le tester parce que c'est important, ou est-ce que ça peut aussi ne pas être important puisque c'est pas votre métier de le tester en vol? C'est extrêmement important, c'est une des premières choses que j'ai appris, c'est d'aller voir l'équipement sur le terrain. Et en fait, c'est la première chose que j'ai faite quand j'ai été nommé sur les Atlantique 2 à l'époque, c'est d'aller voir les avions non modifiés pour essayer de percevoir justement les besoins des utilisateurs dans l'utilisation quotidienne. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? Alors il y a des choses qui étaient obsolètes, ok, le matériel est dépassé, il faut le moderniser, mais il y a également des concepts d'utilisation qui évoluent, et ça, si vous n'allez pas au contact de l'utilisateur, vous ne pouvez pas le percevoir. Ce n'est pas dans votre bureau à Ballard que vous pouvez percevoir ce type de choses. Et puis il y a des choses très très basiques dont vous pouvez vous apercevoir également qu'en manipulant directement. Moi je me rappelle de l'intégration d'un équipement sur un aéronef où très simplement on voulait l'intégrer à un endroit qui était juste pas accessible en voyant les écrans. Donc on se serait fait, mais enfin, j'ose pas dire les mots, si je vais le dire, exploser par les utilisateurs si on avait fait l'intégration à cet endroit-là. Et c'est ce qu'on aurait fait en restant dans notre bureau, en allant sur l'avion directement, mais bien sûr qu'on l'a déplacé. Alors maintenant, bon, on a passé un certain temps sur votre carrière, mais ça dit aussi des choses de l'industrie de l'arme, enfin, d'être ingénieur de l'armement, de ce que c'est, et de la cohabitation entre les scientifiques, les ingénieurs et les militaires. Maintenant, on va passer évidemment à vos fonctions actuelles, c'est ce qui nous amène ici. Donc, l'AID, l'Agence Innovation de Défense, mais bon, alors j'aurais aimé clarifier, je ne sais pas, peut-être pour la salle, mais au moins pour les auditeurs qui peut-être ne sont pas tous aussi familiers avec ce que fait l'AID. Comment dire, ouais. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Et aussi et surtout, la question corollaire, c'est comment vous intégrez au sein ou à côté de cette très très grande maison qu'est la Direction Générale pour l'Armement. Vous êtes dedans, évidemment, mais d'ailleurs, je peux le dire, j'ai eu l'occasion de me rendre à Ballard, c'est très intéressant. Vous n'êtes pas au même endroit, vous êtes à quelques centaines de mètres, mais vous êtes dans la même parcelle, mais pas exactement dans la DGA. Donc voilà, qu'est-ce que c'est cette proximité, cette distance, cette différence, et en même temps cette complémentarité de l'AID? Peut-être déjà dire un mot. L'AID, elle a été créée en 2018, mais l'innovation, elle a toujours été dans l'ADN de notre ministère. On n'a pas attendu l'AID en 2018 pour innover. Simplement, la création de l'agence en 2018, c'est un fort soutien politique pour
prendre en compte l'évolution du contexte et donner une impulsion nouvelle à l'innovation. Cette évolution de contexte, c'est la multiplication des milieux de conflictualité. Les conflits, c'est plus terre-air-mer, ça commence dans les fonds marins, il y a l'espace, il y a ce qu'on appelle les champs immatériels, donc la lutte informationnelle, le spectre électromagnétique, puisqu'on parlait de guerre électronique. Il faut prendre en compte tout ça. Il faut prendre en compte un environnement économique qui change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la technologie, l'émergence des technologies, ils sont plus soutenus majoritairement par les budgets de défense, comme c'était le cas il y a 30-40 ans. Il y a énormément de soutien financier qui vient de sujets hors défense et qui vient de l'industrie privée. Un éclairage, si vous regardez les budgets de recherche et développement des grands acteurs américains de l'IT, ce qu'on appelle les GAFAM, c'est des budgets de plus de 20 milliards de dollars par an. De recherche et développement. Donc forcément, ils vont mettre sur le marché des produits qu'il va falloir regarder, dont il va falloir tenir compte, utiliser ou pas, mais en tout cas, il faut absolument tenir compte de tout ça. Un environnement où il y a toujours l'innovation, enfin ce qui vient de la science, ce qu'on appelle la SCT, les nouvelles technologies, et également des acteurs qui font de l'innovation autrement, qu'on a coutume de classer dans la catégorie les startups, mais en tout cas des acteurs innovants, émergents, qui sont un foisonnement de solutions et avec le principe que la grande majorité des technologies sont duales, c'est-à-dire qu'elles ont un usage à la fois civil et militaire. Et quand je dis la grande majorité, j'enlève un peu de dissuasion nucléaire, un peu de guerre électronique, puisque c'est mon sujet, et toute la furtivité. Mais sinon, tout le reste, vous prenez les communications, l'énergie, les technos de capteurs principalement, tout ça, il y a des usages dans les deux domaines. Donc, il faut qu'on tienne compte de ça, qu'on soit capable d'aller travailler avec ces acteurs, aller les détecter. C'est pas nos acteurs classiques. Aller les détecter, imaginer les usages pour nous et donc savoir travailler avec eux. Et c'est la mission qu'on a donnée à l'Agence d'innovation de défense, parce que ça, par contre, on le faisait pas avant. Et aller chercher l'innovation exogène autant que l'innovation endogène, donc de la DGA et des industriels du secteur, quoi. C'est exactement ça. Il fallait à la fois ne pas casser ce qui marchait, donc continuer à travailler avec les acteurs classiques de la base industrielle, continuer à préparer les briques technologiques de nos futurs programmes de manière planifiée. On sait ce qu'on cherche, on sait où on veut aboutir, et en même temps, être capable de travailler sur des boucles beaucoup plus courtes avec de nouveaux types d'acteurs pour amener de manière très rapide des technologies nouvelles dans les mains de nos utilisateurs. Alors concrètement, le fonctionnement, donc c'est quoi aujourd'hui? C'est encore ça, ou est-ce que la mission a un peu évolué à l'usage? Ça fait donc 7 ans que l'agence existe, c'est-à-dire en même temps, il y a aussi de l'innovation endogène au sein du ministère, au sein des forces, qu'il faut réussir à capter, qui ne sont pas non plus forcément les boucles habituelles d'innovation par les industriels ou par la DGA. Voilà. Comment est-ce que, disons, le périmètre a évolué à l'usage de l'AID ? Alors le contexte que j'ai décrit reste valable. Il a même été complètement confirmé quand on veut résumer l'AIDA en une phrase, on dit qu'il faut qu'on soit capable de soutenir toute forme d'innovation et tout type d'innovateur. Voilà. Et ça, c'est toujours vrai dans le contexte que j'ai décrit. Simplement, la dynamique, elle a pris. Et donc le tempo, il s'accélère. Il est démontré tous les jours sur les différents théâtres d'opération, et je pense que vous m'amènerez certainement sur des questions vis-à-vis du conflit ukrainien, mais qui démontrent tous les jours la pertinence de tout ce qu'on a fait. Et donc aujourd'hui, l'AID, elle a 7 ans. Elle s'adapte en permanence. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous, c'est de ne pas bâtir une organisation figée, parce qu'en fait, l'innovation prend partout. Maintenant, tout le monde est bien conscient. Donc, ça veut dire que les forces armées elles-mêmes font plus de choses dans le domaine. Et donc, nous, à chaque fois, il faut qu'on s'interface de manière très, très réactive, très efficace avec eux. L'idée, c'est de ne pas faire de doublons. L'idée, c'est que, par exemple, l'armée de terre ne travaille pas sur un sujet qu'on a déjà abordé avec l'armée de l'air. Donc, il faut qu'on soit le fédérateur de tout ça. Et puis, il y a un élément supplémentaire, c'est que je le disais, moi, ma finalité, c'est pas de faire de l'innovation pour de l'innovation. C'est pas de faire des prototypes, des démonstrateurs. Ma finalité, c'est que ça fasse la différence sur le terrain. Donc, c'est qu'on mette les produits dans les mains des utilisateurs. Et ça, c'est le gros sujet sur lequel on a énormément progressé en quelques années. C'est on appelle ça le passage à l'échelle. Ça reste un sujet, mais on a beaucoup plus de projets aujourd'hui qu'il y a 7 ans qui finissent dans les mains de nos utilisateurs. Parce qu'on s'est saisi du sujet, parce que
on construit les canaux avec la DGA, avec les forces armées, pour être capable justement de s'occuper aussi de la phase d'après et donc de travailler avec l'acteur qui va prendre tous nos travaux d'études amont, de montée en maturité, pour les transformer, pour les intégrer dans un système, pour les intégrer sur une plateforme. Mais du coup, je reste sur cette espèce de répartition des tâches, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites en interne et qu'est-ce que vous laissez soit aux industriels classiques, soit aux nouveaux venus du secteur, soit aux acteurs plus généralement du secteur civil qui ont des idées qui peuvent vous intéresser. C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que vous laissez faire, vous suscitez, vous récupérez, ou bien vous faites vous-même, parce que si vous avez les moyens, autant faire soi-même, au moins c'est souverain, etc. Voilà, comment est-ce que vous déterminez, alors j'imagine que c'est au cas par cas, mais comment vous déterminez les projets que vous récupérez vous et ceux que vous laissez, vous pilotez, ou bien vous pilotez pas du tout au secteur privé? Alors en fait, on a construit l'agence comme, moi j'appelle ça une usine à projets. Et on fait 4 grandes catégories de projets. Les premiers, c'est justement, il faut être très souvent, quand il y a un problème sur le terrain, on appelle ça un irritant, un besoin mal satisfait, pas satisfait, et les utilisateurs, c'est parfois les mieux à même d'imaginer la solution pour faire face à ça. On appelle ça l'innovation participative. Et donc, on est capable de soutenir des projets avec ces acteurs de terrain, de les aider, de les accompagner financièrement, de les accompagner également en les mettant en relation avec une entreprise qui pourra les aider à concrétiser leurs solutions et donc de les aider en leur donnant la capacité à passer le contrat avec cette entreprise. Ça, une unité, un membre d'une brigade qui a une idée pour résoudre un problème concret et qui dit tiens, ça pourrait, au lieu de mon truc bricolé, on pourrait le faire pour plus de monde, ça servirait à des gens, et ça passe par vous pour ensuite essayer de le passer à l'échelle, quoi. Exactement ça. En fait, on a une cellule qui s'appelle la cellule innovation participative qui va analyser son projet, qui va d'abord le conseiller sur la manière de protéger son idée. Déposer un brevet, faire une déclaration d'invention, donc protéger son idée et ensuite la développer. Question hyper, mais si un militaire a une idée, ça reste son idée ou est-ce qu'elle appartient aux armées? C'est une très bonne question. Et la réponse est ça dépend. Non, en fait, si son idée est directement en lien avec la raison pour laquelle il est en train de servir, c'est-à-dire l'unité dans laquelle il travaille et la mission de l'unité dans laquelle il travaille, l'idée reste au ministère. Si elle est en dehors de ce champ-là, il y a une instruction, c'est-à-dire que la question est posée au ministère de savoir si on veut se l'approprier ou si on la lui laisse quelque part. Je dis ça en mots très simples, il y a des mots précis là-dessus. Si on veut se l'approprier, on doit le dédommager. Et donc, il y a des méthodes, et on travaille notamment avec l'Institut national de la protection intellectuelle, il y a des méthodes pour trouver le juste prix. Donc voilà, il y a 3 voies possibles. Ça correspond à la mission, c'est la propriété du ministère. C'est hors mission, 2 cas possibles. Le ministère souhaite se l'attribuer, et dans ce cas-là, on dédommage, ou le ministère laisse la libre propriété de l'innovation aux militaires. Donc ça, c'était le premier pôle, donc l'innovation participative qui vient directement des forces. Deuxième catégorie de projets, on appelle ça les projets de recherche. Là, il s'agit vraiment de soutenir notamment les laboratoires, les écoles d'ingénieurs pour faire émerger, voir le potentiel de technologies de technologies de rupture potentielle. Donc là, on travaille essentiellement, je l'ai dit, avec des offices de recherche, avec des laboratoires, des universités. Deuxième catégorie de projet. On est à des très bas niveaux de maturité technologique. Là, c'est vraiment tester le potentiel. La troisième catégorie de projet, là, on travaille avec les acteurs classiques de l'industrie de défense. On prépare des briques technologiques pour nos prochains programmes d'armement. On sait ce qu'on cherche. On veut augmenter la puissance d'émission du radar, du Rafale. Eh ben, on va travailler sur la puissance des émetteurs. On veut améliorer une capacité de détection optronique sur un bâtiment de la Marine nationale. On va travailler avec les 2-3 acteurs du domaine sur ces sujets-là. Ça, pourquoi c'est vous et pas la DGA, par exemple, qui fait ce genre de mission? C'est nous avec la DGA, parce qu'en fait, derrière ces études-là, donc on appelle ça des études amont ou des projets de technologie de défense. En fait, ils sont conduits par des personnels de l'agence qui ont un double rattachement. Donc là, ils sont à la fois agence, mais mis au sein de la direction des opérations de la DGA. En fait, l'idée, c'est qu'ils soient au plus proches des programmes d'armement pour faciliter justement cette transition entre les études amont et l'intégration dans les programmes. Voilà. Et enfin, la 4e catégorie de projets, on appelle ça les projets d'accélération de l'innovation. Là, vraiment, c'est des équipes qui sont chargées de détecter une solution,
qui répond potentiellement à un besoin, de l'expérimenter au plus vite pour la transformer en équipement. Et détecter, on fait ça de deux manières. On va voir tous les acteurs du ministère. Comme on ne peut pas surveiller les milliers et milliers de startups qui existent, on définit des thématiques prioritaires. Sur ces thématiques prioritaires, on a des équipes, on appelle ça la cellule détection-captation, qui vont à la chasse aux acteurs, à la chasse aux solutions, et qui essayent d'identifier des réponses à des problèmes potentiels. Et là, on passe en mode projet. Et puis, il faut rester ouvert, parce qu'on ne va pas pouvoir tout détecter. Et on ne veut pas rater un projet d'intérêt parce qu'on n'a pas été capable d'aller l'identifier. Donc là, on a mis en place ce qu'on appelle un guichet unique, qui est un portail ouvert où tout innovateur peut déposer son idée. C'est sur le site de l'agence, ça s'appelle Déposer vos projets. C'est très simple. Hein. C'est le concours Lépine du militaire, quoi. Si vous avez une idée qui peut servir... Avec un jury beaucoup plus exigeant que le concours Lépine. Ah non, je connais mal le concours Lépine, malheureusement. D'accord, mais donc n'importe qui peut déposer une idée en se disant que ça peut servir aux armées d'une manière générale et ensuite vous l'étudiez et vous regardez que ça peut avoir un intérêt en effet pour défense. C'est rapide, c'est un formulaire de 5 pages qui lui permet d'écrire son projet. Et à partir de là, il a en plus l'initiative. Il prend rendez-vous avec nos équipes. C'est lui qui prend le rendez-vous. Il n'a pas le droit juste de le faire dans les 15 jours qui suivent son dépôt de projet, nous permettre le temps d'analyser le dossier et de contacter en fait les entités les plus pertinentes pour juger l'idée. Et après ça, on rentre dans cette phase de discussion où, en gros, je vais te faire très simple, hein, il y a 3 issues possibles. On peut à l'issue de cet échange, convenir qu'en fait, il n'y a pas d'intérêt défense, mais au moins, l'innovateur, il n'aura pas perdu beaucoup de temps, il aura fait un projet de 5 pages, il aura passé un entretien avec nous, et il saura pourquoi il n'y a pas d'intérêt défense. Deuxième cas, il y a un intérêt de défense avéré, et là, on construit un projet. Et troisième cas, qui est le plus fréquent, c'est qu'en fait, il y a potentiellement un intérêt, mais le cas d'usage, donc ce qu'on appelle vraiment le cas précis sur le terrain d'utilisation de la technologie, doit être discuté avec un acteur particulier. Et donc là, on met en relation avec cette entité pour affiner le cas d'usage. Maintenant, j'aurais aimé parler peut-être un peu plus de la conjoncture actuelle sur ces questions-là, c'est-à-dire le fait que il y a un retour d'intérêt, un retour de budget, de financement aussi pour les questions de défense. Alors, financement public, le budget des armées, mais aussi plus largement de capitaux privés qui, pendant longtemps, s'étaient détournés des secteurs de la défense et qui maintenant y reviennent. Et ça renvoie à des problématiques qui sont assez anciennes, mais d'un certain nombre d'entreprises, de start-up ou d'entreprises familiales françaises qui souvent étaient rachetées ou voyaient des investissements plutôt étrangers parce qu'il n'y avait pas forcément une appétence française énorme pour l'investissement dans le secteur de la défense. Donc comment est-ce que vous voyez, disons, ce changement de conjoncture en ce moment, cet intérêt, cet afflux, est-ce qu'il est suffisant ? Est-ce qu'il est aussi pas trop rapide ? Enfin bon, comment est-ce que vous voyez, disons, ce réinvestissement vers les technologies de défense, vers une base industrielle de défense au sens très large, avec plein de startups, plein de trucs très embryonnaires en ce moment, et disons, votre capacité, ou plus largement, c'est pas que vous, à piloter, disons, cet afflux de moyens dans ce secteur et dans ces innovations-là ? Alors, je vais commencer ma réponse en revenant 3-4 ans en arrière, justement pour expliquer qu'en fait, en effet, il y a des choses qui ont changé, mais qu'on n'est pas encore au bout du chemin. Donc, en effet, à la création de l'agence, une de nos réflexions, c'était de dire déjà qu'il faut qu'on soit capable d'avoir une multitude de dispositifs de soutien parce que l'acteur qu'on a en face de nous, selon sa maturité à lui, selon le niveau de maturité de sa technologie, il a besoin d'être soutenu de manière différente. Il peut avoir besoin de subventions, il peut avoir besoin de commandes publiques et parfois il peut avoir besoin d'un investissement en capital. Sachant que, je l'ai dit, dans la majorité des cas, les technologies sont duales et nous, on insiste beaucoup sur le fait qu'ils aient à la fois un marché public et privé, public et privé, donc défense et privé. Soit pas 100% dépendant de la commande publique. Parce que la commande publique, et notamment défense, elle peut avoir des délais un peu longs. Il y a une certaine exigence et donc c'est très intéressant de pouvoir avoir un modèle économique équilibré. Donc faisons ce constat et faisons le constat que justement l'intervention en capital, notamment pour tous les sujets alors qu'on appelle deep tech, c'est-à-dire qui nécessitent de la technologie un peu lourde, un peu pointue et
alors encore plus quand c'est pour des usages défense, l'investissement privé, il n'était pas là. Il n'était pas là pour plusieurs raisons. Déjà, il y avait beaucoup de mauvaises interprétations de ce qu'on appelle les critères ESG, critères environnementaux, sociétaux, et j'ai oublié ce que veut dire le G, mais vous m'en excuserez. Gouvernance et les critères de gouvernance, voilà. Et la défense était traitée à l'époque dans la même catégorie que l'industrie du tabac ou l'industrie pornographique. Donc vraiment des difficultés à attirer les investisseurs sur les sujets défense. Alors je disais parce qu'en plus les sujets deep tech, c'est des retours sur investissement un peu plus lointains et c'est des investissements un peu plus lourds. Donc là on s'est dit qu'il fallait essayer de faire effet de levier. Donc on a créé nous-mêmes un fonds d'investissement. Donc ça s'appelle le Fonds Innovation Défense. On l'a créé en 2021 et on a fait aujourd'hui 11 investissements sur des sujets du domaine des technologies quantiques, intelligence artificielle, New Space, par exemple. Donc donner l'exemple pour faire effet de levier. Et en effet, on s'aperçoit que quand nous on y va, on a d'autres investisseurs qui rejoignent parce qu'ils considèrent qu'on a confirmation qu'il y avait un marché défense à côté du marché privé. Et en plus, je pense que l'analyse qu'on fait des dossiers, la crédibilité qu'on peut donner aux dossiers est reconnue. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. On a voulu se doter de tout ça pour faire face à cette fragilité. Ensuite, il y a quand même un changement de mentalité en 2022. Où là les gens se disent quand même que finalement la stabilité peut être quand même obtenue par le fait d'avoir une défense qui permet de l'assurer, et donc quelque part les critères ESG, la défense elle les satisfait, voire même elle est un facteur positif là-dessus. Et le gros changement sur l'investissement, c'est une réunion qui a eu lieu au début de cette année, le 20 mars, où les deux ministres de la Défense, ministre de l'Économie, à Bercy, ont réuni 400 investisseurs pour marquer ce changement de tropisme et le fait que tous les investisseurs, d'ailleurs, on l'ont reconnu, oui, on peut investir dans la défense, et oui, en fait, les armements, il y a soit des armements interdits, soit des armements autorisé. Il n'y a pas d'armement controversé, ça n'existe pas. Et la France respecte toutes les lois là-dessus. Et donc, on a créé d'ailleurs derrière un club des investisseurs défense. Ils sont 80 aujourd'hui. Donc, on sent cet apport réel et ce changement de mentalité. Moi, je pense qu'il nous reste un sujet vraiment qui là n'est pas réglé aujourd'hui. En fait, c'est ce qu'on appelle quand une entreprise a réussi à commencer à délivrer et qu'elle doit produire et donc croître. On est sur ce qu'on appelle les late stage, les gros tours d'investissement. On appelle ça des séries C. Donc là, on est sur plusieurs dizaines, voire même plusieurs centaines de millions d'euros quand on parle de technologie du spatial ou du quantique. Et ben là, on n'a pas les instruments aujourd'hui, je pense, en Europe. Je ne parle même pas en France, en Europe, pour faire face à ces investissements. Et là, on a encore un sujet, parce qu'en effet, les gros fonds, aujourd'hui, ils sont aux États-Unis, ils sont au Moyen-Orient, ils peuvent être chinois, mais j'en parle même pas. Donc voilà, aujourd'hui, pour moi, il nous reste ce sujet-là à faire sauter. Alors, maintenant, un autre sujet qui est quasiment rituel, mais dont il faut parler, vous avez commencé à y faire référence, c'est évidemment l'Ukraine, qui est à la fois le conflit qui a fait... je n'ai même pas besoin d'entrer dans le détail, mais de changer une prise de conscience, etc. Mais qui est aussi, dans une certaine mesure, un laboratoire à ciel ouvert pour un certain nombre d'entreprises, pour un certain nombre d'industriels du secteur. Donc, d'abord, comment est-ce que vous voyez ça, ce qui se passe en Ukraine, et la manière dont ça infuse, ce qui revient en France, et surtout, quel rôle vous donnez à l'AID dans ce système-là, qui est très très nouveau. Enfin, il y a une guerre de haute intensité aux portes de l'Europe, où il y a des industriels français et européens qui vont en permanence pour proposer leurs services, pour développer leurs produits, qui reviennent, qui intègrent ça alors à la fois dans leur business model, dans leur marketing aussi, puisque le tampon testé en Ukraine devient quelque chose de très important pour les industriels, et puis plus généralement pour leur innovation. Donc voilà, comment est-ce que vous interprétez tout ça, et surtout quelle place vous donnez à l'AID dans ce nouveau schéma qui est quand même assez inédit. En tout cas, on n'avait pas vu ça depuis très très longtemps. Alors déjà tout d'abord,
alors on observe nous systématiquement tous les conflits pour voir s'il y a ce qu'on appelle du rétex, du retour d'expérience à en tirer pour nos usages, pour notre modèle, si on y voit des choses qu'on n'avait pas anticipées. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Et en fait le conflit ukrainien, dès les premiers jours, en fait il a crédibilisé le modèle AID, parce qu'en fait tout le contexte que je vous décrivais en disant c'est pour ça qu'on a créé l'AID, il a été confirmé. Quand je disais nouveau champ de conflictualité, la première action en fait en février 2022, c'est une attaque cyber sur une station sol de communication satellite. Donc on est à la fois sur espace et cyber, nouveau champ, nouveau milieu de conflictualité. On a tout de suite vu de l'innovation qu'on appelle de l'innovation d'usage, des détournements et des sujets de dualité, utilisation de Starlink pour communiquer, constellation civile, utilisation de nanosatellites d'observation pour donner du renseignement, utilisation des téléphones portables pour faire du targeting. Donc tout ce qu'on appelait nous l'innovation ouverte, l'innovation d'usage, etc. Et en disant il faut absolument s'y intéresser, il n'y a pas que les projets de temps long et l'innovation planifiée, tout a été crédibilisé par le conflit ukrainien. Et donc ça veut dire que derrière, on continue à regarder bien sûr. Donc nous on va régulièrement au contact. Moi j'ai des personnels de l'agence qui sont tous les mois. Qui font des allers-retours. On favorise en effet déjà la détection de besoins pour pouvoir soutenir, et également l'expérimentation de solutions françaises là-bas. Donc typiquement, j'ai signé un accord avec, alors je ne sais pas si je peux dire l'équivalent de l'AID locale, parce que elle était sous tutelle avant le conflit de plusieurs ministères, et pas principalement du ministère de la Défense ukrainienne, mais Brave One, qui était plutôt sur le ministère des Technologies, mais qui fait en fait 100% de défense aujourd'hui. On a un accord justement pour favoriser les expérimentations sur le théâtre ukrainien. Donc on favorise tout ça, on accompagne nos acteurs. On capte également des problématiques de terrain, on essaye de trouver des solutions françaises à ces problématiques-là. Donc forcément, dans le domaine de la robotique terrestre, dans le domaine des drones, de la lutte anti-drone, dans le domaine des communications. Voilà, on a tout un volant de projets en échange avec nos partenaires ukrainiens. Et d'ailleurs, il y avait une délégation ukrainienne présente sur le forum hier et avant-hier. Alors ça, c'est le rôle de l'AID directement, mais justement pour capter ce qui se passe aussi dans le secteur privé, puisque tout le monde, c'est pas quelque chose d'interétatique, c'est-à-dire les acteurs privés depuis le début. Alors c'était vrai avec les Américains, même avant l'invasion à large échelle de l'Ukraine en février, il y avait déjà des acteurs américains qui aidaient disons les infrastructures ukrainiennes, notamment du point de vue notamment les GAFAM. Et puis aujourd'hui, je l'ai dit, mais il y a plein d'industriels qui vont séparément, un peu en ordre dispersé, observer, tester, prêter, voire donner ou vendre aux armées et aux forces ukrainiennes divers dispositifs et y gagner quelque chose d'une manière ou d'une autre, que ce soit en termes monétaires ou en termes d'innovation et de retour d'expérience. Donc vous, comment est-ce que vous voyez votre rôle dans cette espèce d'efflorescence de l'industrie de défense sur le champ de bataille ukrainien? Nous, notre rôle, c'est d'essayer de les fédérer, de les accompagner. Donc, en effet, il y a deux types d'acteurs français qui vont au contact des forces ukrainiennes. Il y en a qui vont avec nous. Puisque je vous l'ai dit, on a mis en place une organisation. On travaille notamment beaucoup avec le J4 qui a installé un bureau à Kiev. On a organisé. Donc le J4, c'est le syndicat des industriels de l'armée de terre. De l'armement terrestre, tout à fait. Le groupement industriel des industriels de l'armement terrestre. Donc, qui a installé un bureau sur place. Et on a organisé d'ailleurs avec eux en juillet dernier. Moi, je suis allé avec 31 entreprises françaises là-bas au contact d'entreprises ukrainiennes pour essayer d'imaginer des partenariats, se connaître, imaginer des solutions communes. Donc il y a toute une partie où on essaye de fédérer, et puis il y a les acteurs qui vont de manière plus spontanée, et là on essaye justement de les capter, parce qu'en fait il faut les aider. Il y a toujours un moment où ils seront bloqués. En fait, s'ils y vont tout seuls, il y a toujours un moment où ils seront bloqués, ne serait-ce que parce que envoyer un équipement en Ukraine, c'est une exportation de matériel. Ils vont devoir passer par nous.
et ils vont devoir passer par la partie administrative ukrainienne, parce que même si c'est un pays en guerre, il y a une administration qui fonctionne, il y a des lois qui restent à respecter. Donc de toute façon, il y a toujours ce moment où il faut que ça s'officialise. Et donc le but du jeu, si on veut garder le tempo, et c'est de les détecter le plus tôt possible. Donc nous, c'est le message qu'on leur passe, c'est tenez-nous au courant. Et ça se passe de plus en plus. Je pense qu'il y a pas aujourd'hui de sociétés qui travaillent avec ou qui se déplacent là-bas sur lesquelles je ne sois pas au courant, sur lesquelles mes équipes ne soient pas au courant. Ça me fait penser d'ailleurs qu'il y a quand même un sujet que j'ai pas abordé quand vous me disiez quel retour en fait de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a quand même changé aussi sur la question du tempo en fait des opérations et sur le tempo pendant lequel une technologie fait la différence. En fait, le théâtre ukrainien, un de ses gros enseignements, c'est quand même que quand vous arrivez avec une innovation, elle vous permet de reprendre l'avantage opérationnellement, mais en fait, elle est contrée au bout de quelques semaines. Donc, et ça, c'était pas du tout les tempos qu'on vivait dans les conflits passés. Et ça nous challenge parce que j'entends souvent des questions du style « Ah, pourquoi la France ne dispose pas de tel drone qu'on vient de voir en Ukraine ?» En fait, ça ne servira à rien qu'on ait 10 000 exemplaires de ce drone-là aujourd'hui, parce que dans 6 mois, ce drone-là, il sera dépassé. Donc nous, notre sujet, c'est d'être capable de monter en cadence le jour où on en aura besoin ou le jour où on en aurait besoin, mais surtout de garder l'agilité pour en permanence être capable de faire évoluer nos technologies et d'amener des améliorations. Et donc ça veut dire que ça se prépare aussi, parce que si on veut amener rapidement des innovations, il faut que les produits que l'on conçoit et des architectures techniques ouvertes, c'est-à-dire des architectures techniques qui permettent d'intégrer facilement, sans tout reconcevoir, des améliorations. Et ça, c'est un sujet fondamental que le conflit ukrainien a vraiment mis sur le devant de la scène. Et ça, vous avez l'impression qu'on y arrive, on y est, ou qu'il n'y a pas de nécessité qu'on y soit déjà? L'important, ce sera d'y être quand il y en aura besoin. C'est-à-dire, bon, ça a été 1000 fois commenté, glosé, etc. Le retard français sur les drones, etc. Le fait qu'on n'arrivait pas à en produire assez. Est-ce que mais en même temps, comme vous l'avez dit, on peut aussi dire, et ça a aussi été largement argumenté, qu'il n'y a pas de fatalité à se préparer comme si on allait combattre en Ukraine au demain, parce que ce n'est pas le cas. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que l'infrastructure modulaire, disons, est en place pour pouvoir monter en puissance quand il y aura besoin? Je vais vous faire une réponse très franche sur les 3 points. Est-ce qu'on y est sur la capacité, enfin sur l'offre de drones qu'on peut avoir en France? Je pense que circuler dans les allées du forum, vous verrez qu'on a des acteurs ultra pertinents sur de nombreux domaines, du petit drone, du moyen drone, du drone hyper véloce. J'ai un peu circulé, j'en ai vu plein, ils sont très beaux. Après, je les ai pas vus voler ni exploser, et je sais pas combien on peut en produire. Mais c'est pour ça que je vous ai dit une réponse très franche en 3 étapes. Sur la capacité de production, on l'a pas encore démontré. Ça reste un sujet sur lequel on travaille et il est bien pris en compte, on en a bien conscience. Et il y a la question de comment justement on le démontre sans justement produire de manière inutile des milliers de drones. Donc il y a des initiatives et on va notamment produire par exemple 1000 drones pour un exercice Orion qui aura lieu l'année prochaine en 2026 et quelque part c'est une première manière de se confronter à ça, la montée en cadence. Et la troisième sur laquelle je veux répondre, puisque je prônais ces architectures ouvertes en disant c'est ça qui fait qu'on amènera de l'innovation au bon tempo, au bon rythme. Et là, à la question est-ce qu'on y est? Non. On n'y est pas. On n'y est pas. Il y a une prise de conscience. Il y a des choses qui s'organisent. Typiquement sur les drones, on a créé un pacte drone. Le but est d'échanger entre tous les acteurs du monde du drone, indépendamment des concurrences qu'il peut y avoir entre les acteurs, pour se dire de toute façon, il faut qu'on construise tous ensemble des interfaces standardisées, par exemple, entre le drone comme plateforme et les charges utiles qu'on met sur un drone pour que on soit dans le tempo de nos concurrents. Avant de se concurrencer entre nous, il faut qu'on soit capable de se confronter à la concurrence des autres. Donc il y a des initiatives comme ça qui germent, mais il y a encore beaucoup de travail et notamment, à mon sens, du travail avec les grands maîtres d'œuvre pour que eux construisent des architectures ouvertes. Ils commencent à l'entendre, il y a encore du travail. Oui, avec une question de propriété intellectuelle et de réussir à ouvrir tout ça sans en même temps lâcher la propriété intellectuelle et industrielle. Par ailleurs, ça a toujours été un problème.
y compris entre les industriels et les forces. Et c'est un problème éternel. Mais en tout cas, là, ça se matérialise aussi entre les acteurs historiques et les nouveaux venus. Exactement, avoir un point d'équilibre acceptable sur les questions de propriété intellectuelle, c'est nécessaire. Mais il faut vraiment avoir conscience que intégrer des briques d'innovation, c'est un gage de compétitivité. Aujourd'hui, si on regarde, il faut vraiment qu'on ouvre les yeux sur certains acteurs étrangers. Je citais par exemple l'exemple d'Anduril aux États-Unis. Regardons comment ils travaillent. Il n'y a pas que du invented here chez Anduril. Quand ils ont besoin de technologie, ils travaillent avec une boîte, ils l'intègrent, et c'est ça qui fait leur différence et leur compétitivité. Donc il faut absolument qu'on ait ses yeux ouverts et qu'on soit plus rapide sur ces créations d'architecture, parce qu'encore une fois, avoir le bon produit mais 3 ans trop tard, ça sert à rien. Et donc c'est au bon moment qu'il faut l'avoir. Et donc si on veut être compétitif, je ne parle même pas en termes de prix là, parce qu'on pourrait aussi parler mais si on veut être compétitif en termes de performance et de tempo, il faut avoir ces architectures ouvertes. Alors maintenant, j'aurais aimé terminer, enfin pas encore terminer, mais en incarnant un peu les choses et en parlant d'objets, en parlant d'innovation, en parlant de technologie, Alors, on va parler... Je vais commencer par poser le côté un peu plus difficile de la question, parce que je pense que c'est le plus intéressant. J'aurais aimé que vous nous parliez de... Après, je vais vous demander de parler de 3 innovations qui vous paraissent particulièrement intéressantes, particulièrement réussies, mais c'est un grand classique de sociologie des techniques que de dire que plus intéressant que les choses qui réussissent, c'est d'étudier les choses qui ont raté ou qui n'ont pas marché aussi bien qu'on pensait. Et donc, j'aurais aimé vous demander de choisir de parler de 3 innovations, 3 domaines, soit qui ont raté, soit qui n'ont pas porté autant de fruits que ce qu'on pouvait en attendre, que ce soit au dernier FID ou plus généralement il y a quelques années. Voilà, 3 produits qui ne tiennent pas toutes leurs promesses, des échecs ou des retards de l'innovation, et ce qu'on en apprend et ce qu'on en tire comme conclusion. Alors, je vais commencer... Pas sympa comme question, je sais, mais je vais commencer de manière simple presque, sur quelque chose qui était un peu emblématique. Le premier forum de l'innovation de défense en 2018, peut-être que certains s'en souviennent, on avait fait voler Frankie Zapata sur la scène. Et j'ai très avec souvent... le Flywing, avec son flying board. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent me dire on n'en a pas réentendu parler, c'est un échec. Alors, il faut savoir qu'on a travaillé avec Frankie Zapata derrière. On a eu un contrat. La mémoire est bonne, il avait même défilé le 14 juillet. Oui, il y avait eu le forum, puis le 14 juillet. Et donc, on a travaillé avec son entreprise pour améliorer d'ailleurs une partie de la propulsion de ce qu'il fait. Et puis, on a exploré en fait quels usages on pouvait faire de ce flying board. Et en fait, je vais être très franc, maintenant on peut le dire puisque c'était il y a 7 ans, le flying board, Frankie Zapata, il savait le manipuler, mais en fait c'est pas quelque chose qui était facile à manipuler pour n'importe quel opérateur, et notamment qui permettait pas par exemple à un opérateur d'avoir au moins une main de libre. Donc ce qui veut dire que par exemple les cas d'usage qu'on avait identifiés pour les forces spéciales ne fonctionnaient pas. De même, on avait un sujet de discrétion, parce que c'était assez bruyant. Et donc, on n'a pas trouvé, en fait, le cas d'usage. Donc ça, c'est considéré par certains comme un échec. Moi, je dis, on a fait notre job, en fait. On a exploré. On n'a pas trouvé le cas d'usage sur le flying board. Et après, Frankie Zapata, il a développé d'autres choses, notamment une voiture volante qui est utilisée dans des cages. Voilà. Mais voilà, on a accompagné la techno. Par ailleurs, on n'a pas vu beaucoup de flying board dans des armées étrangères et où donc, que ce soit. Quelque part, voilà. Et ça veut dire que c'est pas encore au niveau de ce que nous, on peut faire en termes de cas d'usage. Voilà. Mais voilà, ça avait posé des questions en termes ils nous ont montré ça, puis finalement, on n'en a pas entendu parler. C'est un échec. Voilà, on a exploré. Ça m'a permis de réfléchir, quand je vous dis ça, puisque vous m'en demandiez 3,
à d'autres domaines où quelque part on n'est pas là où on espérait être. Ici sur le forum, vous avez un quartier qui s'appelle expérimentation, où on met en avant justement des démarches où, pour accélérer l'innovation, on fait se confronter au terrain réel, aux conditions réelles d'utilisation, les équipements. Et on a dans nos démarches d'expérimentation justement des challenges pour faire progresser les robots terrestres, à la fois et notamment sur leur autonomie, leur capacité à prendre des décisions seuls pour décharger les opérateurs. De manière très franche, on en est à la 3e édition d'un challenge qui s'appelle COMA, pour coopération de machines. On n'a pas atteint sur les robots terrestres le niveau d'autonomie qu'on espérait. Rappelons que le milieu terrestre est particulièrement compliqué pour les robots et les drones, parce que ce n'est pas un milieu homogène, contrairement aux drones navals, sous-marins ou aériens. Et du coup, un robot, en fonction de son mode de propulsion, de ses roues, de ses chenilles, de ses pattes, etc., il a quand même plein de décisions assez compliquées à prendre en fonction du terrain auquel il fait sa face, quoi. Et surtout, sur la manière de percevoir ce terrain. Typiquement, un trou, une ornière, quelle est sa dimension exacte? Est-ce que justement ma chenille, ma roue est compatible de cette dimension-là? Est-ce qu'il y a de la boue ou pas de la boue? Est-ce que ça va patiner, pas patiner? La boue est gelée ou pas gelée? Et une mare d'eau, selon qu'elle est gelée ou pas gelée, c'est pas du tout les mêmes conditions. Ça, aujourd'hui, on n'est pas encore au niveau pour être capable de faire face à ça et que le robot soit complètement autonome. Et donc aujourd'hui, on n'a pas des robots autonomes, on a des robots téléopérés. Ce qui veut dire qu'on reporte de la charge cognitive sur l'utilisateur. Et donc, en fait, on n'est pas au gain qu'on espérait. Donc là, voilà. On ne peut pas faire un essaim de drone terrestre avec un gain d'échelle comme on peut faire avec un essaim de drone aérien où c'est un seul, avec de l'IA, etc. Ils peuvent se coordonner entre eux et ça peut être un seul opérateur qui a un effet démultiplicateur. Là, c'est un drone, un opérateur. Donc, on n'a pas tellement ce gain d'échelle. C'est ça. Sur les robots terrestres, on n'y est pas encore. Donc voilà, là, ça s'est pas développé au rythme où on l'espérait et où on a essayé d'accompagner l'innovation. Alors on lâche pas. Hein. Il y a notamment un grand projet qui s'appelle Pendragon qui vise à avoir une unité de robotique collaborative d'ici 2027. Donc on est toujours là-dessus, mais ça n'a pas été aussi vite qu'on l'espérait. Et puis je vais vous donner un troisième. Alors là, peut-être on peut vraiment parler d'échec d'ailleurs. 2021, l'Agence d'innovation de défense lance un appel à projet pour des drones intercepteurs de drones. Donc il s'agit d'aller, comme c'est explicite, intercepter des drones par des solutions qu'on cherche à imaginer, d'où le fait que ce soit un appel à projet. Donc on est en 2021, personne ne parle d'Ukraine. Hein. Nous, on a vu ce qui se passe au Haut-Karabakh. Donc on lance cet appel à projet. Que le Haut-Karabakh, c'était un conflit où déjà il y avait une utilisation des drones, aussi de vieilles plateformes dronisées pour neutraliser les défenses anti-aériennes arméniennes et ensuite laisser une certaine liberté d'action aux forces azériques qui ont ensuite tout emporté. C'est un conflit qu'on a un peu regardé, mais sans doute pas assez à l'époque, et qui était à certains égards assez programmatique sur plein de pans du conflit ukrainien. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, nous on regarde tous les conflits, on l'avait regardé, on lance cet appel à projet. On soutient plusieurs solutions, des solutions à partir de brouillage, des solutions à partir de drones filets, enfin de lanceurs de filets ou porteurs de filets, et une solution de drone collisionneur, ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine. On va au bout, on fait les démonstrations, on a de très belles solutions. Et puis, on veut l'acheter, on veut passer à l'échelle. Et là, quand on reçoit l'offre financière, on s'aperçoit que le système il coûte 15 fois plus cher que le drone qu'il est censé abattre. Voilà, moi là j'ai un échec parce qu'il y a quelque chose dont on aurait pu disposer peut-être il y a déjà un certain temps. Et en fait, on n'a pas été capable d'avoir la solution technique, mais pas au prix qui est nécessaire pour qu'elle soit viable. Alors, on n'a pas lâché prise, hein, on retravaille toujours là-dessus pour faire maintenant des solutions beaucoup plus low cost, mais là j'ai quand même un regret de quelque chose qu'on avait anticipé, identifié en amont, sur lequel on avait la technologie et où on n'a pas été capable de la déployer avant les autres parce que cette dimension j'aime pas low cost, c'est plutôt low tech, enfin voilà, de prix adapté, voilà, plutôt au scénario, a pas été suffisamment intégré.
Alors merci beaucoup et vraiment je suis très content de vous avoir posé cette question parce que là on a vraiment. Alors d'abord je rappelle que c'est totalement normal. Enfin c'est-à-dire si ça plante pas de temps en temps, c'est que c'est pas de l'innovation et c'est que c'est pas de l'innovation suffisamment ambitieuse. C'est entièrement Ça fait entièrement partie du process. Et pareil, on a pu voir toutes les dimensions de ce que c'est l'innovation et aussi le prix étiquette finale et la rationalité économique fait entièrement partie de l'innovation. Ça n'est pas que de la chose de pointe, c'est aussi la problématique de l'industrialisation. Et une fois qu'on industrialise, comment est-ce qu'on fait? Alors maintenant, on peut terminer sur une partie un peu plus feel good, de vous demander peut-être 3 innovations, 3 objets qui, eux, vous paraissent des succès particulièrement notables, particulièrement intéressants, particulièrement prometteurs aussi, parce que c'est pas forcément définitif, ça peut être aussi une étape sur un chemin qu'on peut voir ici, que vous pouvez recommander à la visite, ou d'ailleurs pas forcément ici. Je vais choisir des projets qui sont ici, mais la question elle est presque aussi difficile que celle des risques parce que je vais faire des déçus. Je vais prendre comme premier projet un projet que vous trouverez sur le quartier nouveau champ de conflictualité dans le domaine New Space, parce qu'on est vraiment là aussi dans les domaines qui nous portent et sur lesquels il faut qu'on agisse. Et un sujet d'action dans l'espace, c'est un projet qui s'appelle Toutatis, qu'on a lancé, on a lancé le développement l'an dernier. Et donc il s'agit de construire deux nanosatellites qu'on enverra en orbite basse, donc LEO, pour démontrer notre capacité à agir dans l'espace, c'est-à-dire à bouger un satellite dans l'espace. Donc on envoie 2 satellites, un satellite qu'on appelle le guetteur, donc qui fait de la surveillance de l'environnement, et un satellite chasseur, c'est celui qui est capable d'agir. Alors agir de différentes manières, hein, simplement en bougeant, s'interposant sur une trajectoire, ou avec des effecteurs, typiquement illuminer un satellite pour que son optique soit inopérante. Donc ce projet, non seulement on l'a lancé très très vite, on l'a lancé sur un modèle industriel intéressant, puisque c'est un partenariat entre une start-up qui s'appelle U-Space, française, et un grand de la base industrielle de défense, MBDA. Donc là aussi, ça montre qu'ils savent travailler ensemble. Et puis je l'ai choisi un peu aussi parce qu'on vient d'annoncer hier, et c'est la ministre des Armées et des Anciens Combattants qui l'a annoncé, que ces 2 nanosatellites, ils seront lancés à partir de Maya Space, donc un lanceur français, souveraineté jusqu'au bout. Donc c'est le premier coup de cœur que j'avais envie de vous citer. Le deuxième, je vais mettre en avant en fait une démarche plus que l'innovation en soi. Quand je reviens dans le domaine des drones, il y a 3 ans, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, m'avait écrit, il l'avait dit aussi, mais il l'avait confirmé par écrit, en disant quand je vais à la rencontre des acteurs industriels, ils me disent qu'ils n'arrivent pas à faire d'essais de drones en France. Et donc, je vous demande de travailler là-dessus. Ce qu'on a fait, bien sûr, quand le ministre demande. Est-ce que réglementairement, c'était compliqué? J'avais pas beaucoup plus. Les industriels me remontent que. Donc, justement, on va voir l'ensemble des industriels du monde du drone, et en fait, qui nous disent... Mon problème, c'est pas que je sais pas faire d'essais en France. Et d'ailleurs, je veux surtout pas que vous me proposiez un terrain d'essai à 500 km de chez moi. Moi, j'ai besoin de faire des essais sur le champ derrière l'entreprise. Et ça, ils savent le faire et ça marche. En fait, leur vrai problème, et ça tous nous l'ont remonté, c'est l'impossibilité de faire des essais en environnement brouillé, avec du brouillage. Et là, ils avaient 100% raison. C'est très compliqué parce qu'en fait... Parce que les gens reçoivent plus la télé, on en revient à vos débuts de carrière. En fait, voilà, si vous faites quand vous brouillez, il y a des effets sur le contrôle aérien, les émissions télé. Donc, ça veut dire que pour avoir des autorisations d'essai en environnement brouillé, c'est extrêmement long à instruire et donc forcément, on est incapable de trouver un créneau d'essai à chaque acteur qui viendrait nous le demander. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben, en fait, on a pris le problème dans l'autre sens. On a construit un moment où on crée des conditions de brouillage, de leurrage. Et là, on dit à tous nos acteurs industriels, sur telle semaine, à tel endroit, Capsieux, Biscarrosse, on va mettre en œuvre tels éléments de brouillage, de leurrage, etc. Et donc, si vous avez des choses à tester, venez les tester. On a fait ça et dès la première semaine organisée, on a eu 6 acteurs industriels qui sont venus et qui nous ont dit « C'est incroyable, j'ai gagné des mois de développement. »
en fait. Et donc on a recommencé. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait ce genre d'événement, donc on appelle ça des Lablades, et c'est expliqué ici. On a plus d'une quarantaine de demandes pour venir tester des produits. On a testé, je crois, plus de 200 équipements en 5 éditions. Donc ça, je trouve que cette manière de faire autrement, c'est quand même quelque chose qui voilà, moi je veux montrer cette démarche, cette capacité à inventer à un problème une solution d'une manière différente sans se faire freiner en fait par la réglementation. Et puis j'avais le droit à 3, c'est ça. Je vais mettre en avant là aussi une des nouveautés qu'on a voulu montrer ici lors de ce forum, c'est l'ouverture sur nos partenaires internationaux. Il y a 2 ans, pour la première fois, on recevait des délégations étrangères ici. Cette année, non seulement on a des délégations étrangères, j'ai cité les Ukrainiens, mais il y avait de nombreux Européens, et on en a même qui ne nous avaient pas prévenus qu'ils seraient là hier, il y avait des Brésiliens. Par exemple, Vous allez me dire que s'il y avait des Chinois ou des Nord-Coréens qui étaient apparus, mais non, pas officiellement en tout cas. On présente ici, on a monté un laboratoire commun en intelligence artificielle avec Singapour. Singapour, c'est un partenaire avec lequel on a une coopération depuis plus de 25 ans. Et notre coopération a été jusqu'à construire un laboratoire commun en intelligence artificielle en 2023. Et donc là, on présente le premier projet issu de ce laboratoire, qui est un projet qui combine l'utilisation de capteurs particuliers. Ça s'appelle des event-based cameras. C'est des caméras qui fonctionnent comme l'œil humain. C'est-à-dire qu'au lieu de recréer à chaque fois une image complète, il ne détecte que ce qui a changé par rapport à l'image précédente. Ce qui permet de ne diffuser que ça. Donc d'énormes gains en débit, et on associe ça à des traitements à base d'intelligence artificielle qui s'appellent du Spiking Neural Network, de manière à pouvoir faire justement de la détection de mouvements, de la détection dans les images, donc de la computer vision. Et le fait de le faire comme ça, ça nous permet de faire face aux limitations des technologies actuelles qui, par des caméras classiques, avait une trop grande sensibilité au changement de lumière, avait une trop grande sensibilité au mouvement, des effets de flou. Donc là, les event-based cameras nous permettent de lutter contre ça. Et la technologie des Spiking Neural Network nous permet de consommer beaucoup moins d'énergie. Et donc, si on consomme beaucoup moins, on peut intégrer ce genre de dispositif sur du drone. Alors qu'avant, les niveaux de consommation nous empêchaient ça. Donc ça, c'est un projet qui s'appelle Space SNN et qu'on peut découvrir ici. Et là aussi, je pense que ça concrétise aussi la manière dont on sait travailler avec nos partenaires. Très bien, merci beaucoup. On va ouvrir aux questions de la salle, s'il y en a. Sinon, moi, je peux continuer à poser des questions pendant très longtemps. Mais... Ouais. Monsieur ? Bonjour, merci. Moi, j'aurais une question. C'est un peu... C'est quoi la structure de l'AID? Combien il y a de personnel? Est-ce qu'il y a des personnels des forces, terre, air, mer, etc. Et vous avez fait une référence à votre réserve, enfin plutôt au service militaire, avec les annonces d'hier. Est-ce que vous allez avoir des gens du service et est-ce que vous avez des réservistes dans votre équipe? Merci. Merci pour cette question, parce que c'est vrai que pour gagner du temps, je ne suis pas allé jusqu'à décrire trop précisément. C'est une petite structure, l'Agence d'innovation de défense, on est 130. Et donc je dis toujours, je n'ai pas la prétention avec 130 personnes de faire toute l'innovation du ministère. Et c'est pour ça que j'ai besoin de travailler avec des partenaires. Donc on a un réseau de partenaires, on appelle ça le réseau de l'innovation de défense. Ces partenaires, c'est les centres d'essais d'expertise de la DGA qui ont créé des pôles d'innovation technique, c'est les laboratoires des armées, les labs d'armée. C'est les écoles sous tutelle du ministère. Et puis, c'est des partenaires externes au ministère. Les groupements industriels, j'ai cité le GICAD tout à l'heure, mais le GICAN, le GIFAS, avec lequel on est en partenariat, les pôles de compétitivité. Alors pour l'armement naval et aérospatial. Merci d'être vigilant sur les sigles, merci beaucoup. C'est vraiment mon métier de traduire les acronymes. Merci. Les pôles de compétitivité, on a un partenariat avec 18 pôles de compétitivité et ils sont présents ici. On a voulu montrer aussi ça. Donc 130 personnes avec une structure qui est liée à la Direction Générale de l'Armement. Donc mon chef, c'est le délégué général pour l'armement, mais je suis un service à compétence nationale, donc ça me permet d'avoir accès à toute l'expertise technique de la DGA. Et c'est pour ça qu'avec juste 130 personnes, en fait, on arrive à démultiplier notre action. Et puis, vous avez mis le doigt dans votre question, et merci, sur un point qui est fondamental.
10% des personnels de l'agence viennent des forces. J'ai un adjoint force, justement, pour le lien avec les différents acteurs des états-majors, directions et services. Et j'ai ce qu'on appelle les officiers d'échange interarmées. Et en fait, c'est vraiment une différence, par exemple, par rapport à mes homologues dans d'autres pays européens, notamment, enfin, même dans d'autres pays tout court. Avoir ces personnels au sein de l'agence, en termes d'efficacité, c'est un démultiplicateur d'efficacité parce qu'ils sont capables d'avoir un premier avis sur ce qui nous est proposé par rapport aux usages de leur armée d'origine. Et s'ils n'ont pas eux-mêmes ce premier avis, ils ont le réseau dans leur armée d'origine pour obtenir cette contribution très très rapidement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en bon français un game changer. Et puis vous avez évoqué les annonces sur le service national volontaire. Alors déjà, avant même le service national volontaire, on fait appel aux réservistes. On a eu on a 12 réservistes au sein de l'agence, donc c'est un ratio fait quasiment 10%. C'est très très fort, hein, 10% de réservistes, sur des métiers justement qui apportent une plus-value à l'agence dans le domaine de la valorisation, de la propriété intellectuelle, du design. Voilà, on va chercher ces compétences-là. Et oui, on offrira des postes de service national volontaire. Presque, je reviens à l'introduction. Pour moi, des postes de service national volontaire à l'agence, voilà, c'est du scientifique du contingent d'il y a 35 ans. Donc oui. Je suis pas sûr de voir. Il y a une question? Oui, là. Enfin... Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour mon général, François-Xavier Bouillaume de Thales. Vous avez évoqué au cours de votre propos le fait que sur le théâtre ukrainien, une technologie qui était mise en scène était très vite contrecarrée au bout d'un laps de temps. Cependant, la question qui demeure est de savoir, eu égard le conflit ukrainien, et aujourd'hui on sait tous qu'on est rentré dans un contexte de dégradation de l'ordre international. Par conséquent, quelles sont les technologies, selon vous, ou les domaines technologiques sur lesquels il faudrait mettre l'accent pour préparer l'environnement stratégique de demain? Merci. Alors en fait, c'est un travail qu'on a fait en préparant la loi de programmation militaire 2024-2030. On a identifié les technologies prioritaires sur lesquelles on investit dans cette période 2024-2030. On investit fortement pour ne pas être déclassé. Je vais essayer de vous les citer, mais je tiens à ajouter, avant même de les citer, que ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas ce qui se passe à côté. Simplement, ça veut juste dire qu'à côté, c'est des investissements moins importants qui sont prévus. Et donc, alors vous m'excuserez si j'en rate une ou deux de tête, mais de toute façon, je tiens à dire qu'elles sont listées, présentées, accessibles dans un document qui s'appelle le document de référence de l'orientation d'innovation de défense, DROID. Là, c'est un acronyme qui permet de s'en rappeler peut-être, et qui est accessible sur notre site internet. Mais globalement, donc, il s'agit des technologies quantiques sur la partie capteur et sur la partie calcul. Il s'agit des nouvelles technologies de communication, des nouvelles technologies de l'énergie. Il s'agit du spectre électromagnétique. Bien sûr, les systèmes autonomes, donc drones, robots, l'intelligence artificielle, la furtivité. Et j'en suis qu'à 8, les armes à énergie dirigée et l'hypervélocité. Je crois que j'en suis à 10, mais je m'arrête là en tout cas. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, moi je vais repartir pour une question, mais qui permet de boucler un peu, puisque vous êtes ingénieur de l'armement, enfin c'est votre carrière, c'est votre intérêt, c'est votre passion aussi. Maintenant vous êtes directeur de l'AID. Ma question, c'est quel est votre niveau de compréhension de ce que vous faites? C'est-à-dire, vous êtes ingénieur. Les ingénieurs, j'ai appris par expérience, aiment bien comprendre un peu les objets, globalement. En même temps, c'est aussi un poste de management, d'orientation, de gestion d'équipe, etc. Et c'est des technologies qui avancent incroyablement vite, par ailleurs. À quel point est-ce que vous arrivez encore ou pas à saisir vraiment comment ça marche, les trucs qu'on vous présente, et vous faire un avis, et d'ailleurs est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que ça vous intéresse moins qu'à une époque? C'est-à-dire quel est votre lien avec cette matière d'ingénierie et d'innovation, en sachant que c'est votre première passion, quoi? Alors c'est la raison pour laquelle directeur de l'AID, c'est le plus beau poste du ministère. En fait, c'est que on en fait ce qu'on a envie d'en faire finalement. Le niveau de compréhension qu'on veut y apporter. Si vous voulez prendre une clé à molette, vous avez le droit pour démonter des drones.
Si je me en donne le temps, en tout cas. Donc, alors, bien sûr, on a des équipes qui, eux, ont l'expertise dans leur domaine. Donc, on a notamment des responsables de domaine scientifique, des responsables thématiques sur des portefeuilles d'innovation. Eux, c'est les vrais experts du sujet. Moi, j'interviens, je dirais, un peu au cas par cas sur certains dossiers. Et donc, à chaque fois que je dois intervenir, je considère que pour prendre une bonne décision, il faut comprendre. Quelque part, de toute façon, c'est dans la démarche de l'ingénieur. Donc, je pense que j'ai le niveau pour comprendre les bases sur tout type de sujet. Il faut savoir qu'avant d'être directeur de l'AID, j'ai été directeur d'un centre de la DGA qui s'appelait déjà Ingénierie des projets, qui est en fait le centre qui dote en outils et en équipe humaine tous les programmes de la DGA. Et donc, ça couvre tous les domaines. Et donc, déjà à cette période, j'ai eu l'opportunité, finalement, de monter en compétences sur de multiples domaines. Et puis après, en fait, je disais, c'est le plus beau poste du ministère parce que si, comme moi, vous êtes un peu curieux sur la techno, de temps en temps, on se prend des moments où on a une technologie sur laquelle on se dit, celle-là, c'est vraiment la techno de demain. Et donc, de toute façon, il faut que je comprenne pour pouvoir en parler, il faut que je comprenne pour pouvoir challenger en face. On prend du temps pour se former dessus. Et vous, qu'est-ce qui vous botte particulièrement en termes de technologie aujourd'hui ? Là, en ce moment, quand je dis en ce moment, ça fait plusieurs mois parce que je suis convaincu que c'est vraiment la prochaine rupture potentielle mais fondamentale, c'est les technologies du quantique. Donc, j'ai pas de doctorat en physique pas quantique. Le truc le plus accessible pour se former dessus au fil de la carrière. Non, mais par contre, c'est vraiment passionnant et avec des apports dans de multiples domaines. Donc, franchement, imaginez. Je vais refaire le lien avec le domaine dans lequel j'ai commencé, la guerre électronique. Les récepteurs de guerre électronique aujourd'hui, ils balayent le spectre électromagnétique avec une certaine largeur pour pouvoir détecter. Donc quand vous balayez comme ça, quand votre récepteur il est ici, vous détectez pas ce qui est là. Pardon, là il y a des auditeurs, mais en gros, quand votre récepteur il est centré sur 12 GHz, vous ratez ce qui se passe à 8 GHz. Les technologies du domaine quantique nous permettent de construire et on a en ce moment des essais de choses qui sont sorties du laboratoire, qui se font en environnement réel du côté de Brest, vous permettent de détecter de manière instantanée sur une gamme de plusieurs dizaines de gigahertz. Et donc là, votre probabilité d'interception, elle est de 100%. Et non seulement elle est de 100%, mais avec en plus une précision de mesure sur laquelle on a un rapport 10 par rapport au capteur actuel. Donc là, c'est juste le récepteur dont je rêvais il y a 35 ans. Toujours ces technologies du quantique, en fait, comme elles ont des propriétés qui sont un peu contre-intuitives par rapport à la physique classique, elles permettent des choses que le physicien ne peut même pas imaginer. C'est que, par exemple, quand vous voulez justement écouter, la taille de votre antenne, elle est liée à la fréquence à laquelle vous voulez écouter. Il y a un rapport par rapport à la longueur d'onde, lambda sur 2, et donc la taille de l'antenne dépend de la fréquence. Aujourd'hui, avec les technologies du quantique, on va construire des antennes non seulement qui seront indépendantes de cette propriété, mais qui vont tenir sur quelques centimètres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des choses qui me nécessitaient des champs antennaires de plusieurs mètres, je vais pouvoir les intégrer sur un petit drone. Donc voilà, je pourrais continuer. Ça permet d'imaginer de naviguer sans GPS. Donc plus de sensibilité au brouillage. Parce qu'on va développer des gravimètres quantiques qui vont vous permettre d'avoir un positionnement absolu. Et donc, vous n'aurez plus besoin du signal GPS. Vous pourrez recaler une centrale inertielle de temps en temps sans GPS. Centrale inertielle, c'est ce qui permet de mesurer à quel point vous êtes déplacé, dans quel sens, à quelle vitesse. De donner un cap et de le garantir, sauf que ça dérive. Et quand ça dérive, il faut la recaler. Aujourd'hui, on utilise le GPS pour la recaler. Demain, avec des senseurs issus des technologies quantiques, on saura le faire sans GPS. Et peut-être toute dernière question avant de clôturer. Donc là, on a un état de l'art, enfin un état de l'AID aujourd'hui et un état des projets qui vous intéressent. Peut-être d'ici, disons, 3 à 5 ans, puisqu'on a compris que ça a évolué depuis sa création en 2018, qu'est-ce que vous aimeriez voir l'AID devenir ? Comment est-ce que vous aimeriez la voir changer ? Comment vous aimeriez la voir évoluer dans les, disons, quelques années qui viennent pour que ça continue de s'adapter ou pour que ça donne une nouvelle impulsion à une agence ? Enfin,
les grandes institutions comme ça, il faut souvent se réinventer un peu, sinon on stagne. Voilà. Vous, qu'est-ce que vous aimeriez la voir devenir d'ici quelques années? Alors, le premier point que j'aimerais voir se développer, et on va y travailler très fort dans les mois qui viennent, c'est qu'on augmente la dimension faire en interne. C'est-à-dire que, je l'ai dit, on est une usine de projet, on travaille avec le monde scientifique, on travaille avec le monde industriel, on soutient des innovateurs internes au ministère, mais on a aussi ce qu'on appelle des Fab Labs dans les armées, dans les centres de la DGA, dans l'industrie aussi d'ailleurs, et on en a un au sein de l'AID. On a démontré que ces Fab Labs pouvaient apporter de manière rapide des réponses à des problématiques de terrain. Et je souhaite que ce sujet-là monte en puissance et donc qu'on crée une communauté en fait de makers, des gens qui sont dans ces Fab Labs, qu'on crée une communauté pour aller démultiplier l'action en fait, faire des challenges, aller beaucoup plus loin sur le niveau de réponse qu'on peut apporter à des problématiques de terrain. Et donc rapprocher un des moyens de rapprocher encore plus l'ingénieur de l'opérationnel. Par rapport à la réponse que je vous ai faite sur les technologies quantiques, je souhaite que l'agence Plus de quantique. soit le coordinateur de tout ça et celle qui donne l'impulsion de tout ça au sein du ministère. Et donc, on va créer un laboratoire quantique défense rattaché à l'agence. On va créer un campus quantique défense pour échanger avec tous nos partenaires. Donc voilà, il faut absolument que tout ça soit sur les rails vous m'avez dit 3 ans, mais j'espère même aller plus vite que ça. Troisième point, je l'ai dit aussi au moins une fois ou deux, mais j'ai réussi que quand il y a des équipements dans les mains des utilisateurs, donc encore plus de passage à l'échelle. Je ne peux pas me satisfaire, c'est amélioré, je ne peux pas me satisfaire du nombre de projets qui passent à l'échelle par an. Il faut qu'il y en ait encore plus. Et notamment encore plus qui intègrent des opérations d'armement, des programmes conduits par la DGA. Donc qu'on améliore encore notre capacité d'anticiper avec les directeurs de programme de la DGA les sujets sur lesquels ils ont besoin de solutions et sur lesquels on pourrait les aider. Et puis peut-être pour être très simple, par contre, ce qu'il faut absolument... dans 3 ans, c'est que l'AID, elle ait gardé l'état d'esprit qui est le sien, d'agilité, de toujours re-questionner, de jamais considérer que quand on nous dit non, c'est pas possible, c'est vrai. En fait, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure là, sur l'histoire des essais en environnement brouillé, il y a toujours une solution. Donc, et ça, c'est notre état d'esprit. En tout cas, moi, je souhaite, et aujourd'hui, il est là, j'ai super confiance dans mes équipes, et ça, faut qu'on le garde. Voilà. À la limite, s'il y a un truc, c'est que l'agence ait toujours le même état d'esprit dans 3 ans, qu'elle ronronne pas, qu'elle s'endorme pas. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous et tous d'avoir été là. Et puis, bonne journée, bonne continuation de salon.